Bonjour, dans cette vidéo, nous allons discuter de l'utilisation d'un banc d'essai pour la simulation et la vérification d'un circuit combinatoire. Nous allons couvrir les sujets suivants. Nous allons voir la structure d'un banc d'essai, comprendre l'assignation concurrente avec la clause after, comparer les énoncés wait, assert, report et severity. Nous allons voir un banc d'essai qui stimule un circuit et un banc d'essai qui stimule et vérifie un circuit. La vérification d'un circuit a pour but de confirmer qu'il rencontre bien ses spécifications. C'est normalement un problème très difficile. Dans l'industrie de la conception numérique, on considère en général que le processus de vérification nécessite autant de ressources que le processus de conception lui-même. La vérification d'un circuit, c'est un art. Ça repose sur trois principes. Il faut bien comprendre la spécification, il faut pouvoir contrôler les entrées et parfois les signaux internes du circuit à vérifier, il faut pouvoir observer les sorties et parfois les signaux internes du circuit à vérifier, ainsi que son état. En principe, vous avez utilisé un simulateur déjà dans les laboratoires du cours pour vérifier les circuits que vous avez conçus. C'est une façon satisfaisante qui correspond bien aux circuits peu complexes. Un simulateur permet de stimuler rapidement un circuit et d'en inspecter les sorties. Différents types de stimulateurs sont fournis par exemple par l'outil ActiveHDL pour les ports d'entrée. Ça peut être une horloge, une formule, une valeur, etc. Pour les circuits un peu plus complexes, il faut absolument utiliser un banc d'essai. Le banc d'essai devrait effectuer les tâches suivantes. Bien sûr, il doit instancier le circuit à vérifier et générer des vecteurs de test et les appliquer au port d'entrée du circuit. Ensuite, il doit être possible d'observer les sorties du banc d'essai ou du moins du circuit à vérifier à l'aide d'un simulateur. Ça peut être utile aussi de générer automatiquement des réponses attendues et de comparer les réponses du circuit aux réponses attendues. Il peut être possible aussi de lire des stimuli d'un fichier et ainsi que d'écrire les réponses dans un fichier. Ce qui est important de noter pour le banc d'essai, c'est qu'il n'a pas de port d'entrée ni de sortie. On va voir un exemple maintenant. Considérons le problème de vérifier un module qui est un additionneur à 3 bits. En bleu, on a le code VHDL modélisant le circuit de l'additionneur 3 bits. En vert, on a un banc d'essai écrit pour le stimuler. On observe que le banc d'essai a une entité et une architecture, comme tous les modules en VHDL. On observe cependant que l'entité n'a pas de définition de port d'entrée ni de sortie. Dans l'architecture, on définit des signaux CIN, X et Y, et des signaux Cout et S, pour mener des stimulations à l'entité à vérifier. Dans le corps de l'architecture, on voit tout d'abord un énoncé ici qui instancie le circuit à vérifier. On spécifie le nom de l'entité et le nom de l'architecture à instancier. Ensuite, il y a une affectation des signaux du banc d'essai CIN, X, Y, Cout et S à l'unité qui vient d'être instanciée. Cette assignation des signaux se fait par position. Donc la première position, c'est in, ensuite x, ensuite y, etc. Ça correspond exactement, dans l'entité à vérifier, à l'ordre des parts. Donc c'est in, x, y, ensuite c'est out et s. Ensuite c'est out et s. Dans cet exemple, ce sont les mêmes noms qui ont été utilisés, les mêmes identificateurs pour les signaux internes au banc d'essai, comme pour les signaux qui sont, pour les parts, je devrais dire, de l'entité à vérifier. Cependant, ce n'est pas obligatoire d'avoir les mêmes identificateurs. La deuxième partie du corps de l'architecture consiste à stimuler les différents signaux du banc d'essai et avec un énoncé after. On va voir ça sur la diapositive qui suit. Donc, la clause after permet de spécifier à un moment donné où une valeur doit être donnée à un signal. Pour un banc d'essai, c'est essentiel. La clause after comporte donc une expression de temps. Elle est composée d'une quantité et d'une unité. Dans l'exemple entouré en vert, les unités sont toutes en nanosecondes. La simulation est réputée débuter au temps t est égal à 0. Alors, on voit sur le chronogramme l'évolution des différents signaux dans le temps. Et considérons par exemple pour le signal CIN, on voit qu'il doit prendre la valeur 1 après 40 nanosecondes. 40 nanosecondes se situe ici et en effet, le signal CIN prend la valeur 1. Si on regarde le signal X,
on voit qu'il devrait prendre la valeur 1 après 50 nanosecondes. Si on regarde 50 nanosecondes situées ici, en effet, il prend la valeur 1 et il doit prendre la valeur 0 à 60 nanosecondes. En effet, c'est bien cela qui se produit. Voici une deuxième architecture pour le banc d'essai pour le circuit d'additionneur à 3 bits. Les valeurs des stimuli à appliquer au circuit sont placées dans un vecteur, ici, qui s'appelle vecteur. Il est de type tableau SLV3. Le type a été défini juste à la ligne précédente. Les valeurs qu'on va vouloir utiliser pour stimuler le circuit sont énoncées une après l'autre et le tableau vecteur est une constante du banc d'essai. Dans l'architecture, dans le cadre de l'architecture, on voit l'instanciation du module à vérifier, puis un processus qui va parcourir chacun des éléments du vecteur de stimuli. Comme on veut parcourir tous les éléments, on utilise une boucle avec un compteur K et on va parcourir les éléments de l'indice vecteur apostrophe low jusqu'à vecteur apostrophe high. Dans ce cas-ci, vecteur apostrophe low serait 0 et high serait 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, parce qu'il y a 8 vecteurs de test. On note une assignation combinée par concaténation ici. Donc, vecteur de K, c'est-à-dire par exemple 0, 1, 0, quand K vaut 2, est envoyé dans Cin, Y et X. Donc, vecteur de K de 0, c'est-à-dire la valeur 0 dans ce cas-ci sera envoyée à Cin, la valeur 1 sera envoyée à Y et la valeur 0 sera envoyée à X. Ensuite, on dit au simulateur d'attendre 10 nanosecondes. Ça nous permet, sur le chronogramme, de voir une pause et d'inspecter ce qui se produit et de voir les changements dans les entrées et les sorties du circuit vérifié. L'autre énoncé qui est intéressant dans le banc d'essai, c'est l'énoncé Report. Une fois qu'on a passé à travers l'ensemble de vecteurs de test au complet, on indique au simulateur qu'on veut terminer avec l'énoncé Report et en indiquant une sévérité qui indique une défaillance. On va voir l'énoncé Severity un peu plus tard dans cette vidéo. On peut aussi faire une stimulation exhaustive systématique. Donc, par exemple, dans le cas de l'additionneur 3 bits, on sait qu'il y a 8 vecteurs de test. À ce moment-là, au lieu de les énumérer dans un tableau, on peut tout simplement les générer à l'aide de leur code numérique correspondant. Donc, dans l'exemple qui est montré ici, on utilise une boucle avec un indice K qui va des valeurs 0 à 7. Et on sait que pour la valeur 0, on aura le vecteur 0, 0. Pour la valeur 1, on aura 0, 0, 1. Pour la valeur 2, on aura 0, 1, 0, et ainsi de suite. Donc, l'important ici, c'est de réussir à convertir ces entiers en un ensemble de vecteurs de type std logic vector. Pour ce faire, on utilise la fonction toUnsigned, qui prend un paramètre en entier, K, qui est notre compteur de boucle, et 3, ici, c'est le nombre de bits. Donc, on veut exprimer la valeur du compteur de boucle sur 3 bits. Le résultat de cette expression est ensuite envoyé dans les signaux Cin, Y et X, comme dans l'exemple précédent. On fait encore une attente de 10 nanosecondes et finalement, l'énoncé Report vient terminer la simulation quand on est passé à travers tous les vecteurs de test. Les deux exemples de bancs d'essai qu'on vient de voir stimulaient le circuit à vérifier, mais n'en vérifiaient pas la sortie. Donc, un banc d'essai complet devrait non seulement stimuler le circuit, mais devrait aussi être capable d'évaluer si la réponse produite par le circuit est correcte. Pour toutes les conditions où le circuit ne produit pas la réponse attendue, le banc d'essai devrait aussi générer un message d'avertissement qui indiquerait le moment où l'erreur s'est produite, la valeur des vecteurs de test appliqués, la valeur des réponses observées et la valeur des réponses attendues. Le banc d'essai qui est montré ici fait cela. Donc, il ressemble beaucoup au banc d'essai précédent. On va en décortiquer les différentes parties. Donc, tout d'abord, on a encore une fois la définition de l'entité, puis la définition de l'architecture débute ici et vient se terminer ici dans le deuxième bloc en vert. Dans la partie déclarative de l'architecture, on définit une fonction. Cette fonction a pour but de calculer, indépendamment du circuit à vérifier, la valeur attendue de ses sorties.
Donc, la façon que la fonction a été définie ici, on a considéré 4 cas possibles. Premièrement, où il n'y a aucun zéro dans le stimuli qui est appliqué au circuit à vérifier, et à ce moment-là, la somme doit être égale au code 0, 0. S'il y a un seul bit, la somme doit être 0, 1. S'il y a 2 bits qui sont à 1, la somme doit être 1, 0. Et finalement, si les 3 bits sont à 1, la somme doit être 1, 1. Dans tous les autres cas, on indique une valeur de sortie de XX. En principe, cet énoncé ne se produira jamais. Dans le cas de l'architecture, on débute par instancier l'entité à vérifier et ensuite, il y a un processus dans lequel on applique chacun des vecteurs de test de 0 à 7 de la même façon que l'exemple précédent, mais cette fois-ci, on ajoute un énoncé de vérification de la sortie du circuit vérifié. On va voir les détails de cet énoncé dans la diapositive suivante. Donc, si on veut décortiquer l'énoncé assert report, l'énoncé assert, en anglais ça signifie prétendre, est utilisé pour faire un test d'équivalence entre deux expressions. On pourrait le remplacer par un énoncé if, mais on tend à utiliser l'énoncé assert dans les cas de vérification. Si les deux expressions ne sont pas équivalentes, alors l'énoncé report est exécuté. Décortiquons l'énoncé assert. Tout d'abord, il y a le mot-clé assert. Ensuite, il y a une comparaison entre deux expressions. Ici, l'expression qui est à gauche provient de l'évaluation de la fonction qui a été définie dans la partie déclarative de l'architecture. L'énoncé qui est à droite, ce sont les valeurs de sortie de l'entité à vérifier. Donc, s'il y a égalité entre les deux expressions, dans tous les cas, à ce moment-là, il n'y a pas de problème et rien ne se produit. Par contre, si il y a un cas où ce n'est pas égal, c'est-à-dire que l'entité qui est en train d'être vérifiée ne produit pas la même valeur que ce qui est calculé par la fonction, à ce moment-là, on va exécuter l'énoncé report. Et l'énoncé report va envoyer à la console un message d'erreur. Le message sera composé du texte erreur pour l'entrée espace et d'une représentation textuelle de la valeur du compteur de boucle K. On ajoute aussi une clause de sévérité au rapport et ici une sévérité d'avertissement normalement dira au simulateur de continuer la simulation bien qu'il ait indiqué une erreur à l'écran. L'énoncé report peut être utilisé avec ou sans l'énoncé assert. Quand on l'utilise par lui-même, c'est la même chose que si on faisait assert false. Donc bien sûr, si je fais assert false, le fait que ici j'ai la valeur logique faux implique qu'on doive exécuter l'énoncé report qui suit. Donc, les assertions sont souvent accompagnées d'une clause de sévérité. Les niveaux de sévérité sont définis dans le package Standard disponible dans le manuel de référence du langage VHDL. Vous pouvez facilement le trouver en ligne. Les 4 niveaux sont Not, Warning ou avertissement, Error ou erreur, Failure ou défaillance. Dans le simulateur d'Active HDL, dans les préférences, vous pouvez déterminer si le simulateur va interrompre son exécution sur un niveau de note, d'avertissement, d'erreur ou de défaillance ou jamais. Voici maintenant un deuxième exemple de banc d'essai. C'est un module qui identifie des nombres premiers. Le code en bleu est la définition du module. Le module accepte en entrée un vecteur de 6 bits qui représente un nombre entier non signé entre 0 et 63 inclusivement. Il a une seule sortie F qui indique si le nombre est premier ou non. Dans la définition du code, on a fait une erreur. On a indiqué que 63 était un nombre premier, ce qui n'est pas le cas. Voici un banc d'essai pour stimuler et vérifier le détecteur de nombres premiers. On reconnaît bien sûr la définition de l'entité, ici, et ensuite la définition de l'architecture qui s'étale sur 2 colonnes. Encore une fois, dans la partie déclarative de l'architecture, on a défini une fonction qui détermine si un nombre entier n est premier ou non et retourne sous forme d'une valeur booléenne le fait que le nombre soit premier ou non. Dans
le corps de l'architecture, on débute tout d'abord par instancier l'entité à vérifier et ensuite un processus comporte une boucle qui passe à travers toutes les entrées possibles de 0 à 63 et applique la valeur du compteur de boucle à l'entrée I de l'entité à vérifier, fait une pause de 10 nanosecondes, puis ensuite, par un énoncé assert, vérifie que la valeur qui est produite par le module est bien la même que celle qui est calculée par la fonction est-premier. Ensuite, un énoncé report vient indiquer la fin de la simulation. Considérons spécifiquement la fonction est-premier. Le modèle qui est donné ici est correct. Cependant, il n'est pas synthétisable. On ne pourrait pas utiliser ce modèle-ci pour créer un circuit qui serait instancié sur un FPGA. Par contre, on peut s'en servir pour vérifier le fonctionnement d'un circuit qui, lui, pourrait être instancié sur FPGA. La définition qui est donnée ici est synthétisable. On pourrait prendre ce code et en faire un circuit sur un FPGA. La définition qui est donnée par la fonction est-premier, elle, n'est pas synthétisable. On utilise par exemple une boucle dont on ne connaît pas la borne supérieure, parce que la valeur de n ici n'est pas connue statiquement au moment d'exécuter la fonction. C'est un paramètre de la fonction. On utilise aussi la fonction racine carrée qui n'a pas d'équivalence ou n'a pas de bloc correspondant sur un FPGA. Ceci conclut la description de l'utilisation de bancs d'essai pour vérifier des circuits combinatoires en VHDL.